Bonsoir, nous voici pour le premier test pilote de ce projet. Et aujourd'hui, je vais interviewer Joachim Choka, artiste de cirque et danseur professionnel. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas virologue, ni infectiologue, sociologue, psychologue, politicien ou économiste, mais simplement un être humain qui récolte des témoignages de mes pairs. Je souhaite donner la voix à ceux qui subissent cette situation et qui désirent s'exprimer tout simplement en toute objectivité et en toute honnêteté. Alors c'est parti, on commence. Joachim, donc qui es-tu? D'où viens-tu? Où habites-tu? Que fais-tu? Présente-toi et résume ton parcours tout simplement. Merci. Alors, je m'appelle Joachim Choka, je suis né à Genève, donc genevois assez pure souche. J'habite en ce moment à Sainte-Croix, donc au-dessus d'Yverdon. Je suis artiste de cirque, donc j'exerce cette profession depuis 15 ans environ maintenant. J'ai fait un parcours aussi dans la danse contemporaine depuis 2012, et puis j'évoluais, on pourrait dire, entre la danse contemporaine et le cirque contemporain depuis pas mal d'années maintenant. D'accord, merci. Alors, première question toute simple, quel a été l'impact de la pandémie sur ta vie depuis le mois de mars 2020, donc depuis le premier confinement, jusqu'à aujourd'hui, donc dans ta vie professionnelle bien entendu, mais aussi dans ta vie personnelle? Alors, dans ma vie professionnelle, ça a été dès le début du semi-confinement en Suisse, qui était déclaré le 17 mars, je crois. Ça a été des annulations, j'avais des dates quelques jours après ça, et puis ça a été des annulations assez conséquentes pour moi, parce que j'avais des suites de dates en mars, ensuite une tournée en mai avec un spectacle solo que je venais de créer, qu'on avait présenté fin février dans un théâtre à Yverdon-les-Bains, théâtre Benoît Besson. Et suite à ça, fin mai, je devais partir à Montréal, puis à Berlin pour un contrat du Cirque du Soleil qui devait durer au minimum 13 mois jusqu'à fin juillet 2021. On allait signer le contrat, on a reçu le contrat signé qu'on avait négocié pendant plusieurs mois et on allait le signer la semaine du 19-20 mars. Enfin, c'était vraiment presque à la signature. Et puis, suite aux mesures et à tout ce qui s'est passé, ça a été d'abord repoussé d'un an, ce projet-là. Et à la mi-juin, on a reçu le fait que c'était annulé complètement. Le projet n'aurait pas lieu du tout. Donc voilà, tous mes projets professionnels ont complètement disparu. Et les quelques projets qu'on aurait pu reprendre, qu'on aurait pu faire dans l'hiver, etc., les gens se sont désengagés, ils ont pas fait ces contrats-là, donc ça a été pour moi assez catastrophique professionnellement. J'ai en gros tout perdu dans mes projets. Et comment fais-tu pour vivre? Est-ce que tu as un revenu ou... Alors moi je touche le chômage, on appelle ça des fois l'intermittence, mais c'est pas vraiment une intermittence en Suisse, mais c'est un chômage que je touchais avant la pandémie, ce qui permettait de compléter les revenus que je gagnais avec mes contrats de cirque, etc., de danse ou de cirque, et je complétais ça avec le chômage pour avoir un revenu stable en fait. C'est quelque chose que j'avais mis en place depuis 2 ans, parce qu'avant ça, les revenus intermittents, les revenus à contrat déterminé dans le cirque ou la danse ne me permettaient pas d'avoir une vie stable en Suisse. Donc grâce à des amis danseurs, surtout du monde de la danse, qui m'ont expliqué qu'ils fonctionnaient beaucoup là-dessus, ça me permettait d'avoir un revenu stable. Donc en gros, je travaillais à mi-temps, et puis il y avait des mois où je gagnais assez, où je touchais pas le chômage, le chômage ne devait pas m'indemniser, puis d'autres mois où je travaillais peut-être 3 jours dans le mois, etc., mais je touchais le reste du chômage, le chômage. Donc ça me permettait d'avoir un équilibre financier par rapport à ça. Mais grosso modo, je travaillais tous les mois, plus ou moins en fait. Et le chômage était un complément. Alors que là, depuis le mois de mars, je vis une situation de chômeur, dans le sens où j'ai le même statut, sauf que j'ai pas de contrat, quoi. À part quelques contrats l'été qui a eu lieu, mais j'ai travaillé, je pense, 15 jours sur la dernière année, quoi. D'accord. Donc ça c'est au niveau professionnel, au niveau financier.
Et au niveau personnel, est-ce que ça a eu un impact au-delà de ça? Alors ça dépend des phases. La première phase du semi-confinement en avril, ça a été... Je l'ai assez bien vécu en fait, parce que déjà tous ces projets-là n'étaient pas annulés. Ils étaient peut-être repoussés, mais il y avait une perspective que cette situation était temporaire et que du coup, il faut vivre cette situation un peu inédite dans l'incompréhension, un peu la surprise de ce qui se passe, dans la solidarité, que tous les lieux fermaient, les gens n'allaient plus travailler, etc. Donc il y avait il y avait une espèce d'égalité dans la situation pour les gens, et aussi les perspectives d'avenir dans le monde de la culture n'étaient pas sombres. Enfin, on sentait qu'il y avait un blocage qui allait peut-être durer 1, 2, 3 mois. Mes projets, comme je le disais avant, étaient en suspens mais repoussés. Donc je me suis dit, on va serrer les coudes, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va prendre soin les uns les autres, et puis je vais pouvoir reprendre mon métier puis mes activités avant que ça parte. Donc tout le mois de fin mars, avril, c'était d'abord un peu la compréhension, un peu perdu, et puis finalement je l'ai bien vécu. Je me dis faisons avec cette situation qui a l'air inédite. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus, c'est pas un accident qui me tombe dessus, c'est pas un concours de circonstances personnelles que je dois subir et surmonter. C'est à une échelle mondiale, tout le monde le vit, quel que soit le travail vécu, quelle que soit la vie des gens. Tout le monde vivait cette situation, et du coup il y avait quelque chose une forme de solidarité, puis de prendre soin des autres, quoi. Enfin, ce discours-là de dire restez à la maison, prenez soin des autres, on ne sait pas ce que c'est ce virus, à quel point il est dangereux. Je pense qu'on peut tous comprendre ce que c'est qu'une maladie transmissible, qu'elle peut tuer certaines personnes et tout, donc prenez soin les uns des autres, c'est quelque chose que je comprenais très bien. Je faisais très attention, je me rappelle même qu'au sein de ma famille, quand ma mère voulait descendre, là, es-tu sûr que tu veux descendre, es-tu sûr qu'on va se voir? Enfin, j'étais très précautionneux par rapport à ça, parce que sans comprendre ce qu'était le virus, à quel point il tuait, on parlait de 3, parfois même 5% de mortalité, ce qui n'est pas non plus le tétanos ou la rage, mais qui est quand même... On sait qu'en plus les personnes âgées étaient plus affectées, enfin, on avait quelques données comme ça qui étaient assez alarmantes. Donc un peu de peur, et puis aussi de compréhension par rapport à ça, quoi. Pour contextualiser, tu as quel âge? Moi j'ai 34 ans. Ta maman? 35 ans en fait, je viens d'avoir 35 ans la semaine passée. Et ta maman? Elle a 71 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es rendu compte que tu es devenu non essentiel? Quand il y a eu cette espèce de... on a ouvert les bars, on a ouvert les restaurants. On a ouvert aussi dans la culture. Il y a eu aussi des événements, moi, que j'ai pu travailler en août et en septembre. Voilà. Et durant octobre aussi. Et après, on a fermé les théâtres, on a fermé les cinémas, on a fermé les musées. Ouais. Et on a laissé les bars et les restaurants ouverts. Pendant un temps. Pendant un certain temps. Et qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Donc la période d'automne, pour moi, là où j'ai vraiment commencé à ressentir de l'injustice et de l'incompréhension par rapport à ce qui se passait, c'est le moment, je crois que c'était en septembre, où il y a eu ce discours politique de relâchement de la population. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la communication qui nous est donnée, qui est que on devrait être responsable d'être malade. On devrait être responsable de contaminer. Si les contaminations augmentent, c'est de votre faute. Vous vous êtes relâché, il y a eu un relâchement de la population alors qu'on vous avait dit de faire attention. Même si dans un même temps, on va ouvrir les manifestations pour 1000 personnes. Donc il y avait un double discours de ça va mieux, et puis on va prendre des mesures de plus en plus larges pour ouvrir à plus de 1000 personnes les sorties. Mais si les situations augmentent, c'est pas nous, politiques, c'est pas notre faute, c'est vous qui vous relâchez, vous la population. Donc cette espèce de discours culpabilisant, infantilisant, où je me suis dit non, là ça je peux pas cautionner ça, il y a quelque chose qui va pas du tout. J'ai commencé vraiment à prendre la distance par rapport à ce discours-là, et à sentir vraiment une espèce de décalage entre les faits, comment ils traitaient ça, et comment ils communiquaient ça, et comment ils culpabilisaient la population. Ça. Puis il y a autre chose aussi, c'est de voir... ma mère, elle n'est pas très bien à cette époque-là. Elle était assez déprimée, le fait d'être coupée socialement, de se faire du souci pour nous aussi, qu'est-ce qui va se passer par la suite, etc. Et bon, c'est la première personne
dites fragiles que je côtoyais, que je côtoie de proche, et je sentais finalement une détresse qui commençait à naître, qui était plus importante, en tout cas dans ma réalité à moi, hein, parce que j'ai pas eu de proches directs qui sont morts, j'ai des connaissances de connaissances qui sont mortes, mais qui semblaient être plus affectés au niveau de leur santé mentale que ce que le virus, comment le virus nous était proposé en fait. Alors voilà, si elle était morte du coronavirus, j'aurais peut-être totalement un autre discours. Ça, c'est ma réalité, ce n'est pas. C'est quelque chose de subjectif que je suis en train de dire là. Mais n'empêche que je me posais que vraiment la question sur mais quelle vie on nous impose en fait. Et puis surtout nous imposer une culpabilité face à une maladie. Enfin, j'ai jamais eu de toute ma vie un discours où on disait que être malade, c'est de ta faute. Contaminer quelqu'un, c'est de ta faute. Parce que dans ce cas, ça veut dire que toutes les personnes âgées mortes de la grippe ces 20, 30, 40 dernières années, que des petits-enfants ont contaminé, ça veut dire que ces gens étaient coupables d'avoir contaminé et tué ces personnes-là de la grippe ou d'autres maladies infectieuses. Mais on n'a jamais entendu ça. Pourquoi ça apparaît ça maintenant? Et ça m'a vraiment choqué en fait. Et suite à ça, quand effectivement on a décidé de rouvrir, où on a traité certains domaines comme essentiels ou non essentiels, selon des critères que je ne partage absolument pas, ça a commencé à être vraiment difficile mentalement, moralement de le supporter. Donc il y a eu un double effet en fait avec ce discours-là, la longueur des choses, le fait que je perde tous mes contrats, le fait que mes proches, qu'on était censés protéger comme ma mère, commençaient à trouver ça très pesant et à s'inquiéter. Et il y avait un aspect de santé mentale que je trouvais préoccupant, qui a commencé à naître chez moi aussi devant les injustices d'ouverture de certains domaines, comme voilà, l'absurdité des musées par exemple, que je trouvais incroyable qu'on puisse vendre des produits dérivés d'une œuvre dans un musée, qui était traité comme essentiel, mais l'œuvre en elle-même n'était plus essentielle à voir. Et là je me suis dit, mais attends, on s'en va où quoi? C'est pas possible de... Enfin, c'est des notions qui sont totalement absurdes pour moi. Et puis effectivement, d'ouvrir les stations de ski, bon, ça a fait beaucoup de débats, alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes de variants britanniques qui sont arrivés, de touristes, de propagation de virus, peut-être pas sur les pistes de ski, mais les gens ils prennent les transports, les gens ils vont dans les cabines, les gens ils vont ensuite dans les hôtels, enfin ils voyagent, ils vont d'un pays à l'autre, etc. Tout, moi en tant que citoyen suisse, on m'empêchait de travailler, on m'empêche toujours de travailler après plus d'un an, et on permet des loisirs à certaines personnes. Alors oui, ça fait travailler des gens vivent aussi des enseignements de ski, etc. Et c'est tout à fait légitime que eux aussi ils aient le droit de travailler, et ça je le comprends très bien, et je le soutiens même. Mais dans ce cas-là, la solidarité, la justice que je trouvais en avril, elle s'est complètement dissipée en automne. Et ça a été... C'est là que vraiment moralement, j'ai trouvé ça, commencé à trouver très dur. Et que au niveau de ma santé mentale, au niveau de la dépression, je ne parlerai pas de dépression, je ne me sens pas déprimé, mais ça a été vraiment très dur à absorber. Comme un goût amer de vous dire, mais vous dites que vous protégez les gens, mais en fait, vous ciblez vraiment ce que vous appelez essentiel ou non essentiel. Protection ou non protection dépend de critères qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas justes, et qui ne sont pas pour le bien de tous, quoi. Je le sais parce que je le subis en fait. Donc voilà, je vais pas dire non mais arrêtez d'enseigner, arrêtez d'aller sur les pistes de ski, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est comme si ces gens-là peuvent travailler et enseigner et vivre du tourisme, très bien, c'est aussi important, parce que ces gens-là, des gens vivent de ça aussi, et que moi je peux pas le faire, et qu'on parle de solidarité dans un même temps, comme Guy Parmelin nous l'a dit, soyons solidaires, c'est comme d'accord, mais vos mots par rapport à vos actes ne correspondent pas. Donc à un moment donné, je veux bien être solidaire, mais dans ce cas, la situation en avril était bien plus soutenable moralement que ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de la culture? Quelles sont les réactions de tes pairs? Est-ce qu'il y a des mouvements qui commencent à se révolter ou simplement s'insurger contre ce genre de choses? Où il y a une espèce d'omerta parce que les milieux culturels vivent grâce aux aides de l'État, et donc il y a comme une espèce de muselière. Moi j'ai un point de vue là-dessus, j'ai pas assez de données pour vraiment comprendre ça. Je pense que c'est plusieurs facteurs. Le premier, c'est effectivement que les institutions culturelles sont publiques, donc elles dépendent des aides de l'État.
Donc si l'État prend une décision, c'est dur de dire on n'est pas du tout d'accord avec ça, alors même qu'elles sont main dans la main avec les politiques pour toucher leurs subventions, pour pouvoir vivre. Donc voilà, on va pas trancher la main qui nous donne de l'argent pour vivre. Je pense qu'il y a de ça, surtout quand tous les partis de gauche jusqu'à droite ont cette vision de oui, il faut fermer, enfin voilà. Ça, c'est une première chose. J'ai aussi l'impression que c'est un domaine qui a peu de piliers ou qui a peu de prises de parole qui ont du poids, comme certains milieux économiques peuvent l'avoir via des entreprises, des patrons qui ont vraiment du poids au niveau politique, qui soient voilà, ils ont un rapport financier, parfois une place politique même qui sont importantes. Ça existe dans la culture, mais c'est moindre. Disons que c'est un lieu, j'ai l'impression, moi je parle de la danse et du cirque, hein, il y a, après il y a aussi les costumiers, enfin, c'est large hein, le monde de la culture, les musées, etc. Mais de mon expérience dans ce domaine-là, c'est un milieu qui est assez précaire, donc qui a peu de marge de manœuvre en termes voilà, de positionnement. En termes de poids, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont peu de poids. Donc c'est difficile pour ces milieux-là de s'insurger vraiment C'est difficile pour ces milieux-là de s'insurger. Et puis, il y a quelque chose de tristement vrai aussi, quand je vois en tout cas les amis proches de moi qui vivent de ça aussi, c'est qu'on on a l'habitude de galérer en fait. Donc en fait, on sait comment tirer notre épingle du jeu avec des situations galères, quoi. Et plus de solidarité peut-être. La solidarité, elle se crée parce qu'on travaille, parce qu'on vit ensemble, on crée des projets ensemble. Aujourd'hui, on est très chacun de notre côté. Enfin, moi, je vis à Sainte-Croix maintenant, donc je me suis un peu isolé. Avant, j'étais à Genève, donc je suis moins confronté à rencontrer d'autres danseurs, à aller voir un spectacle, à faire une présentation, à rencontrer des gens, discuter. Donc j'ai peu d'opinion finalement sur comment les gens vivent la situation. J'ai des amis à Sainte-Croix qui vivent de ça, qui trouvent ça aussi très dur moralement. Et le fait de se projeter dans l'avenir, c'est très difficile. Mais finalement, on se sent très démuni par rapport à ça. C'est un peu David comme Goliath, quoi. Et puis ce discours de dire que il faut fermer parce que vous êtes un milieu dangereux par rapport à la transmission du Covid. Encore une fois, c'est quelque chose que je peux comprendre si effectivement on définit qu'est-ce qui est dangereux et puis qu'on mette toutes les personnes, parce que faire des achats de masse avant Noël ou après Noël pour les actions dans des grands centres d'achat où les gens touchent toutes les affaires, etc. Et puis dans un théâtre, alors qu'on respecte toutes les mesures sanitaires, que les gens ont de la distance, qui ne parlent pas entre eux, enfin, il faut quand même comprendre que même avec un masque, les gens ne se parlent pas dans un théâtre, ils regardent une pièce, etc. Il y a des sièges qui sont à distance, etc. Donc ça me paraît... Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas, mais il ne me semble pas qu'il y ait de sources scientifiques pour dire qu'aller dans un théâtre avec des mesures sanitaires est plus dangereux que d'aller à Manor pour toucher certains objets, se changer dans les cabines, essayer des choses, etc. Je ne suis pas scientifique, mais il me semble pas qu'on peut prouver que le monde de la culture est plus dangereux à ce niveau-là qu'une consommation de masse dans certains centres commerciaux. Alors pourquoi ouvrir les centres commerciaux et pas la culture ? Voilà, on en revient à la question de qu'est-ce qui est essentiel et non essentiel. Et ce que je trouve dramatique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour se défendre, la culture, en tout cas en Suisse, je ne connais pas les autres pays, mais elle a eu un discours, et ça m'a beaucoup choqué aussi, c'est « nous sommes une entreprise comme une autre ». Finalement, nous représentons, je crois qu'il disait 3% du PIB, nous sommes une activité économique essentielle, parce qu'on a défini en fait ce qui était essentiel selon des critères économiques, puis non essentiel selon ce qui n'était pas. Donc pour se défendre, la culture a pris l'option de, si c'est la langue qui parle, s'ils définissent l'essentiel, ce qui est essentiel ou pas, de façon économique, nous allons dire que la culture est une économie comme une autre et qu'il faut la défendre en tant que quelque chose d'essentiel. Et pour moi, c'est une erreur grave, c'est parce qu'elle fait le jeu de ce qui est essentiel ou pas, et ce qui est absolument... Moi, j'ai fait ce métier justement parce que je crois pas dans les valeurs
économique qui définit que l'aspect financier est essentiel et les autres ne le sont pas. Enfin, pour moi, c'est une aberration de faire ça. Et je pense que la culture, en ayant ce discours-là, c'est tirer une balle dans le pied. Parce que c'est un point de vue. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Après, c'est vrai, c'est un secteur aussi qui génère du travail, il y a beaucoup d'emplois, des centaines de milliers d'emplois qui dépendent de la culture en Suisse. Donc c'est un argument qui se vaut, mais enfin, je trouve que le débat, c'est triste de le laisser à ce niveau-là, parce que je pense que la culture et l'art dans une société a une place plus importante que simplement un espace de rendement, de non-rendement, pour définir ce qui est essentiel ou pas, quoi. On en revient au débat de savoir est-ce que la nourriture de l'esprit est aussi essentielle que la nourriture Oui, du corps. mais je peux comprendre qu'elle ne le soit pas pour certaines personnes. Je veux dire, si quelqu'un ne s'intéresse pas à l'art, qui ne s'intéresse pas à la culture, que pour lui c'est plus important de faire d'autres activités, que l'économie, l'achat est plus important pour lui, je ne critique pas ça. Enfin, je défends pas ça, mais je ne le critique pas. C'est-à-dire que cette personne-là a le droit de le faire, mais là le problème c'est qu'on laisse cette personne le droit de le faire parce qu'on considère ça comme essentiel. On peut acheter des choses dans des magasins. En tout cas là, on a resserré la vis, donc certains magasins qui ne vendaient pas des choses essentielles sont de nouveau... C'était le cas pendant très très longtemps en fait. Tout le mois de décembre, de janvier, ça a été le cas. Pendant que les théâtres et les musées restaient fermés. Ouais, exactement. Tout à fait. Et puis voilà, aujourd'hui j'entends pas mal de témoignages de gens qui disent que... Mais ils trouvent du sens à leur vie parce qu'ils font des activités culturelles. Des activités sociales, mais la culture, aller au théâtre, c'est pas regarder un théâtre derrière un écran. La numérisation de la culture, ça permet pas la socialisation d'aller voir un spectacle ou c'est un rituel c'est un rituel d'aller au musée, c'est un rituel de voir des gens, c'est un rituel de voir quelqu'un sur scène. Au niveau de l'expérience aussi, c'est comme, tu vois, je sais pas, je dis un exemple complètement bidon, mais tu vois la Joconde sur Google Images, tu la vois en vrai, ou enfin je parle de la Joconde, je veux dire, tu vois une œuvre, n'importe quelle œuvre, quand tu te confrontes à cette œuvre dans un musée, à l'œuvre originale, c'est une expérience. Hein. Tu vis cette expérience. J'imagine que c'est la même chose pour un spectacle. Quand tu le vois différé, ou un concert, hein, tu vois différé dans ta chambre, couché sur ton lit, tu vis l'expérience différemment. Mais l'audiovisuel est hyper intéressant. Enfin, l'art du cinéma nous a montré qu'on peut vivre des choses incroyables devant un écran, que ce soit au cinéma, que ce soit devant un ordinateur, on peut voir des chefs-d'œuvre cinématographiques, puis ça va nous toucher. C'est aussi une forme d'art. Mais l'art vivant que moi j'exerce, le médium, la finalité n'est pas d'être numérisé, n'est pas d'être derrière un écran. La finalité, c'est d'être partagé devant des gens. C'est un échange. C'est un échange qui se fait en direct et sans filtre via un écran ou via une distance. Et je trouve très intéressant la place de la numérisation dans l'art, parce que c'est un questionnement qu'on peut avoir aujourd'hui, mais ça doit être un outil à un propos artistique. Ça ne doit pas être imposé pour changer la façon dont on exprime un spectacle. Parce que c'est ça qui se passe. C'est pas utiliser la numérisation pour vous... Ouais. Excuse-moi, c'est les chats qui... C'est toujours difficile de gérer tous ces petits bruits. Hein? Moi, il y a une différence entre utiliser un outil comme la numérisation ou bien l'audiovisuel dans l'art vivant, via des projections, via... Voilà, il y a plein d'exemples de gens qui sont intéressés à ça et c'est très pertinent, mais ça reste un outil à la création. C'est pas quelque chose d'imposé pour se renouveler parce qu'on ne peut plus exercer l'art vivant. Là, on n'est plus dans le même domaine en fait. Et ça, c'est très dangereux, à mon avis. Parce que ce qui se passe là dans les plans de restructuration de la culture, c'est justement numérisez-vous, faites des propositions du coup aussi moins coûteuses, parce que on va pouvoir avoir des publics à distance. Et puis ça, pour moi, c'est tuer l'art vivant d'une certaine façon. Ça doit rester un outil, pas une finalité, quoi. Intéressant. Merci. Merci pour ce point de vue.
On va avancer un peu dans les questions. Ouais. On va parler un petit peu du vaccin. Est-ce que tu es prêt à te faire vacciner? Oui, non, pourquoi, comment? Alors honnêtement, j'ai pas encore la réponse là-dessus. Mhm. Euh, pour moi, il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce vaccin et mes questionnements sont pas vraiment d'ordre médical parce que quand on dit qu'il est efficace à 92%, qu'il est efficace à 55%, etc. Enfin, moi je peux le croire volontiers, je vois pas pourquoi on va mentir sur l'efficacité d'un vaccin, ça se verrait vite que c'est vrai ou faux, puis ça n'a aucun intérêt pour les gens qui produisent ces vaccins-là. Mais mes questionnements, c'est vraiment l'opacité par rapport aux transactions économiques qui se sont passées en fait. Et de constater que la conception du vaccin a été en majorité faite par des fonds publics et qu'elle a été produite par contre que par des privés et que l'entièreté des bénéfices reviennent aux privés. Alors on nous parlait au printemps passé, oui, il y aura une symbiose entre fonds publics et fonds privés sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour vraiment pouvoir sauver en gros la planète et pouvoir créer une cohésion entre public et privé dans le bénéfice de tous, sans pensée spéculative, sans ça, c'est un peu les discours qu'on nous sortait. Mhm. Et puis ben, il s'avère qu'effectivement il y a eu partenariat, mais il y a eu partenariat dans le sens où le public a pris tous les risques d'investissement, pas tous, hein, parce qu'il y a aussi une partie qui était par des fonds philanthropiques ou bien par des fonds privés, mais une grande partie en tout cas a été par des fonds publics. Je crois que c'est de l'ordre de 54% en Suisse en tout cas, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est dans ces ordres-là de ce que j'ai lu, à vérifier, hein. Mais voilà, une grande partie a été versée par les fonds publics. Par contre, l'entièreté des bénéfices sont à des fonds privés. Alors c'est peut-être pas un procédé qui est nouveau, mais dans une situation où on voit autant de précarité, où on voit autant de voilà, autant de déconfitures, autant de dettes publiques, que un procédé comme ça soit accepté et qu'on parle maintenant de au moins 15 milliards de bénéfices, je crois seulement pour Astrazeneca, enfin les bénéfices sont colossaux alors que les pertes pour le public sont totales. Et puis là, on est le 16 février 2021 aujourd'hui, donc on est dans une espèce de fiasco total de production de vaccins, de ne pas savoir combien il y a de doses, de savoir qu'il y a des contrats qui ont été conclus entre les producteurs de vaccins et le public et que même les gouvernements ne sont pas capables de nous dire combien de vaccins vont arriver quand, etc. On a l'impression de dire mais vous avez signé un contrat et vous ne savez même pas en termes de production comment ça allait se passer, enfin, c'est quand même fou quoi. Et voilà, je peux comprendre que ça soit compliqué de produire des vaccins, etc. Mais quand on dit on va vacciner tant de personnes de la population, on a signé un contrat pour tant de millions de doses, et puis qu'on est dans une problématique qui est la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'on arrive à dire bah, on a signé quelque chose, mais on ne sait pas exactement en termes de production comment ça se passe du tout, parce qu'on n'a aucune mainmise là-dessus, ça devient un petit peu inquiétant, quoi. Surtout quand bah, c'est notre argent, des contribuables, qui avons conçu ces choses-là, parce que c'était jugé trop à risque par les privés, puis que les privés sont même pas transparents par rapport à leur production, ou même on sait même pas combien ils ont vendu le vaccin, ou rien du tout. Donc moi j'ai des réticences par rapport au fait que soyez transparents par rapport à la totalité de cette production, par rapport à la totalité des coûts que ça engendre, des coûts qu'ont mis le public, des coûts qu'ont mis les privés, combien de bénéfices se font là, est-ce que c'était vraiment la bonne solution que tant de bénéfices aient été chez ces gens-là, parce que ok, il y a un problème sanitaire, mais il y a aussi un problème de précarité, il y a un problème d'endettement, et est-ce on peut vraiment laisser faire ce genre de choses-là? Moi je pense pas. Et si je suis réticent par rapport à ce vaccin, encore une fois, c'est plus pour des questions économiques que sanitaires. Toi, t'es pas anti-vaccin? Non, non, je suis pas anti-vaccin. Je me suis fait vacciner pour le tétanos. Je comprends l'utilité des vaccins, je comprends que ça a été un... non, je suis pas anti-vax, enfin, j'aime pas ce catalogue-là parce que c'est un peu vaste, quoi. Peut-être qu'avec mes propos, certains me traiteraient d'anti-vax, mais je me sens pas du tout
pas du tout pas du tout là-dedans en fait. Mais encore une fois, moi je me suis fait vacciner pour des maladies comme le tétanos parce que je comprends qu'en le contractant, j'ai 85% de chances de mourir. La rage, j'ai 100% de chances de mourir. Enfin, et puis surtout que c'est des vaccins où une fois qu'on est vacciné, on sait que ma vaccination va être valable pour 10, 15, 20 ans. Que je suis pas, grâce à ce vaccin-là, enfin, on ne contracte pas le tétanos à part des potions, etc. Enfin, c'est un type de virus et un type de maladie où le vaccin fonctionne très bien. Je me suis jamais fait vacciner par la grippe parce que le risque pour la grippe, pour moi, était trop faible par rapport au vaccin. Et puis surtout, je sais que l'année d'après, il va falloir me faire revacciner. Donc, je comprends qu'il y a des vaccins qui fonctionnent très bien pour certaines maladies, puis qui ne fonctionnent pas très bien pour d'autres. Et puis par rapport à ces questions-là, le coronavirus, il y a plein d'inconnus. Enfin, encore une fois, là, on est mi-février, on ne sait toujours pas si en se faisant vacciner, on est porteur de la maladie. Donc moi, je le ferai avant tout, pas pour ma santé. J'ai 34 ans, je suis en très bonne santé. Je sais que le virus, il n'y a pas de surmortalité pour les gens de moins de 65 ans. J'ai pas peur de contracter le virus. Vraiment, je n'ai aucune peur. Donc, d'un niveau égoïste, j'aurais pas peur, donc je ne me ferai pas vacciner. Mais d'un niveau altruiste, je comprends l'utilité de me faire vacciner pour pas contaminer des gens. Voilà. Mais si je sais même pas qu'en me faisant vacciner, je peux quand même aller diffuser le virus chez des personnes plus fragiles, on n'a même pas cette information-là. Je peux pas m'exprimer sur le fait que oui, ça serait utile de le faire ou pas. J'ai pas cette information-là qui me paraît quand même primordiale avant de prendre une décision. Donc voilà. Ça, je sais pas. Il y a trop d'inconnus. Et encore une fois, cet aspect financier me dit voilà, les gens sont trop anti-vaccins. C'est comme, soyez transparents. Soyez vraiment transparents. Quand vous dites que vous faites ça pour le bien de l'humanité et tout, ça soit pas que des mots, quoi. Est-ce qu'il y a de l'espoir par rapport à ça De l'espoir, mais je sais pas. Moi, je pense que qu'il y ait un vaccin efficace à tant de pourcents, etc., qu'il est capable, oui, ça crée quand même... ça crée de l'espoir par rapport au fait qu'on ait trouvé un remède par rapport à un problème, quoi. Et que les gens qui sont vaccinés, au moins ils peuvent pas contracter la maladie. Et encore une fois, là, mi-février, ils peuvent pas contracter la maladie sur certains variants. Est-ce que les variants qui arrivent vont faire que ces vaccins sont obsolètes? Ça aussi, c'est des questions que je n'ai pas les réponses. On est en train de voir ça de plus en plus dans les articles. L'Afrique du Sud qui arrête sa vaccination parce que le variant sud-africain fait que l'efficacité du virus est passée de 90% à 22%, donc ils ont dû arrêter la vaccination. Donc apparemment, on est en train de se rendre compte que certains variants rendent les vaccins obsolètes. Donc le temps, enfin ma mère qui a 71 ans ne peut pas se faire vacciner parce qu'encore avant-hier elle me disait, elle a appelé son médecin, ils n'ont pas assez de doses pour le faire vacciner. Donc on s'entend que moi à 35 ans je ne vais pas me faire vacciner demain. Et si on apprend en plus que les variants qui sont en prendre le dessus, les vaccins sont obsolètes face à ça, j'ai des questions par rapport à ça, j'ai pas les réponses, c'est juste des interrogations que je me fais. Je vois pas, j'ai pas assez de certitude pour me dire oui, c'est la bonne chose à faire de me faire vacciner. Surtout si on me propose un vaccin là, je fais non, donnez-le plutôt à des personnes fragiles. Là, si on n'a même pas assez de doses pour ma mère qui a 71 ans, je vais pas me faire vacciner demain. De toute façon, je pourrais pas, mais voilà. Cette question n'est pas à l'ordre du jour, en fait, pour moi. Que penses-tu d'un passeport Covid? Est-ce que tu es d'accord avec l'idée de, par solidarité, de nouveau justement, de devoir montrer la preuve que tu es vacciné lorsque tu vas acheter ton pain chez le boulanger, ou faire tes courses, ou rentrer dans un théâtre Est-ce que ça te semble pertinent ou pas? Pourquoi? Et l'aspect que dans certains pays, on doit... Pour voyager? Pour voyager, on doit avoir la preuve qu'on s'est fait vacciner contre telle ou telle maladie ou tel virus pour pouvoir aller dans ce pays. Puis on n'a jamais vraiment remis ça en question. Donc, par contre, le concept de ça, je suis entièrement contre. Je trouve ça complètement aberrant de le faire, quoi. Parce qu'encore une fois, moi j'ai aussi une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on juge être une maladie
tellement dangereuses qu'ils nécessitent un passeport Covid. De ce que j'ai compris, à l'heure actuelle, on a 0,3% de chance d'en mourir. Ça dépend de quelle tranche d'âge. Ça dépend de quelle tranche d'âge, effectivement. Enfin, j'ai pas les chiffres, je vais pas m'exprimer sur les chiffres sur la maladie, etc. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'être face à la rage ou à une pandémie ou un fléau qui va décimer la moitié de la population si on le contracte, quoi. C'est pas ça la réalité. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu de la peine avec la vision de me faire vacciner, parce que j'ai jamais pensé me faire vacciner face à un virus qui pose peu de danger. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger, je dis juste qu'il est trop faible pour que ces mesures soient prises. Pour toi, hein, bien évidemment. Mais pour moi, évidemment. Mais après, encore une fois, je le comprends. Si je dois me faire vacciner pour protéger d'autres personnes, je me pose la question, évidemment. Mais si je me fais vacciner, puis je peux, enfin, comme je le disais avant, et je sais même pas si je peux quand même transmettre le truc, moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas le concept. Mais pour revenir au passeport Covid, moi je trouve que c'est très dangereux, très très dangereux comme dérive. Donc pour toi, c'est une dérive. C'est une dérive. D'accord. C'est une dérive complète. Pourquoi c'est une dérive? Est-ce que c'est une restriction de liberté? C'est quoi? C'est des questions de contrôle de population, de tout ce qui peut se passer au niveau, je sais pas, des assurances, toutes les dérives qu'il peut y avoir à ce niveau-là? Je sais pas, pourquoi c'est une dérive. Enfin, j'ai pas envie d'orienter la question, mais Si dans quel sens? je crois effectivement que l'accès au vaccin doit rester démocratique et libre, et je pense que imposer un passeport Covid nous enlève une partie de ce droit fondamental de liberté qui est le droit à notre corps, de mettre un produit dedans, qu'on le veuille ou pas. Et du coup, le passeport Covid, c'est une façon vicieuse de contourner cette loi et de nous dire, ben, ça en oppose une autre qui est antidémocratique, mais nous dire, ben, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, par contre, vous ne ferez plus jamais ce que vous voulez. Et vous ne pourrez plus aller dans des espaces qui vous étaient accessibles avant parce que vous avez refusé ce vaccin. Donc c'est une manière de l'imposer indirectement. C'est des restrictions de liberté. C'est une restriction de liberté qui sont innommables, quoi. Qui existe déjà d'une certaine manière. Certains pays, il me semble que tu dois te vacciner pour y aller. C'est ce qu'on disait avant. Tu vois? Ouais, c'est ce qu'on disait avant. Tu dois te vacciner pour y aller. Moi, personnellement, je suis jamais allé. Ça, c'est pas déjà une restriction de liberté? Moi, je suis jamais allé dans un pays où j'avais besoin de me faire vacciner pour y aller, personnellement. Et du coup, je me suis jamais posé cette question-là. Est-ce qu'on me dit il faut que tu ailles dans ce pays pour te faire vacciner? Alors si c'est pour des questions de professionnels, je pense que je le ferai, parce que je dois aller travailler. Peut-être que mon employeur me dit il faut que tu fasses vacciner parce que tu vas travailler, tu vas faire un spectacle de cirque dans tel pays. Je pense que je le ferai. Mais là, ça englobe quelque chose de plus large. Parce qu'on peut pas imposer un passeport Covid et définir les gens comme responsables parce qu'ils sont vaccinés et accéder au niveau social, accéder à des sorties, à aller au restaurant ou pas, etc. Et une autre partie de la population où c'est pas possible. Surtout dans un moment où on n'a même pas des réponses par rapport à ce que le vaccin nous garantit vraiment, quoi, en termes de transmissibilité, en termes de fiabilité. Si un variant arrive, on a tellement de questions par rapport à ça. Comment on ose omettre ne serait-ce que l'idée de faire ça, alors qu'on ne sait même pas si le passeport Covid par rapport à une vaccination ou pas, si ça c'est fiable sur le long terme. Parce que là on parle quand même, dans l'exemple d'avant, on va dans un pays où il faut se faire vacciner pour cette chose-là, on sait que le vaccin est fiable, qui fait qu'on ne va pas transmettre la maladie. Enfin, on a des données, on a du recul par rapport à tout ça pour dire qu'effectivement, on a les données scientifiques pour dire que cette vaccination-là empêche de contracter la maladie. C'est pour se protéger soi quand on y va, c'est pour protéger les autres en revenant, etc. Parce qu'on a le recul scientifique pour le faire, on ne l'a pas là. Ok, intéressant. Merci. On va passer à la question suivante.
Parce que finalement, toute cette histoire, c'est aussi tout à fait lié à notre représentation de la mort dans nos sociétés occidentales contemporaines. Ça nous ramène finalement à quel est ton rapport à la mort, quelle est la valeur de la vie, quel est le rapport que tu entretiens toi, hein, je parle bien de toi, face à la mort. Bon, tu me parlais tout à l'heure de si tu te retrouves tout d'un coup dans une situation où tu dois te faire opérer, mais il y a un gamin de 15 ans qui doit se faire opérer également. Est-ce que tu serais d'accord de lui donner la priorité, ou est-ce que tu te ferais opérer toi à sa place? Enfin, tu vois, toutes ces Ouais, bien questions-là sûr. de qui a la priorité par rapport à la vie ou par rapport à la mort. Alors je pense que chaque vie se vaut, hein, Se valent, ouais. se valent, pardon. Chaque vie se valent. Il n'y a pas une vie qui est plus importante que l'autre. Par contre, il y a des espérances de vie en probabilité plus longues que l'autre. Donc si le gamin de 15 ans ou la gamine de 15 ans est là, puis on doit opérer moi ou lui, c'est évident qu'il doit se faire opérer en premier. Quitte à que j'y laisse ma vie. Ça, éthiquement, je le comprendrais totalement. Enfin, ça me paraît logique. Et donc, si je suis cette logique, le fait qu'on sacrifie une énormissime partie de la population pour sauver des personnes âgées. Après, ça dépend, Enfin, ça dépend ce qu'on appelle sacrifice, quoi. Est-ce que c'est un sacrifice de laisser des jeunes en manque de perspective, dans la dépression totale, mais qui restent vivants. mais qui restent vivants, selon un critère de ben, vous n'êtes pas mort et puis on va sauvegarder la vie biologique qu'elle a des personnes âgées, mais vous aussi, vous n'êtes pas mort, donc au final, on y gagne. Ça dépend de cette conception-là, ça dépend de la définition de qu'est-ce que c'est vivre en fait. C'est quoi vivre? Et si vivre, c'est simplement ne pas mourir, là, je suis plus d'accord. Justement, ma prochaine question, c'était que signifie vivre pour toi? Donc, c'est Ouais, des questions qui sont liées. ouais, c'est ça. C'est un peu cette question-là qu'on n'a pas vraiment entendue dans le débat politique ces derniers mois, quoi. Mais c'est une question qui est philosophique. C'est une question philosophique, mais c'est une question de société, c'est une question, c'est la question de vivre, quoi, simplement. Moi, à un moment donné, je m'étais beaucoup intéressé au cirque après l'avoir commencé, et puis il y avait justement, j'avais lu un bouquin qui disait que l'artiste de cirque, en fait, on admirait le cirque parce que c'était des personnes qui affrontaient la mort, soit par l'acrobatie, par le fait. Donc en fait, l'artiste de cirque, ce qui n'est pas le cas pour le théâtre ou la danse, c'est quelqu'un qui va se mettre, qui va confronter sa vie, va vraiment se mettre En danger. en danger. Il y a des disciplines, c'est pas le cas. Pour moi, la discipline que j'exerce, c'est le monocycle. Je me mets pas en danger mortel, mais je fais de la corde lisse, qui est déjà plus vrai, où j'évolue sans tapis à parfois 8-9 mètres du sol. Et concrètement, si je lâche mes bras, je meurs, quoi. Et puis cette tension-là, le public le perçoit. Et on a des disciplines comme la roue de la mort, où les gens tournent, ou les acrobaties. En fait, le public voit des personnes affronter la mort, littéralement, parce qu'ils se mettent dans des positions vraiment dangereuses, avec des acrobaties vraiment dangereuses. Moi, j'ai un ami qui est mort en pratiquant le cirque. Quand j'avais 18 ans, il a fait un quadruple salto justement à la planche, et il en est mort de sa pratique du cirque. Et puis chaque année, on entend des gens qui meurent, d'amis, ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est loin de... Dans le monde du cirque, la mort, elle est présente, ou on a en tout cas une connaissance, ou des proches qui en sont morts, de cette pratique-là. Mais parce que on se met dans cette position-là, certaines disciplines plus que d'autres. Mais du coup, elle fait présent de ça. Mais le fait de se mettre dans cette position-là, d'aller affronter la mort, littéralement, et de la transcender, c'est-à-dire, au final, le but quand même, c'est de ne pas mourir, c'est de réussir son acrobatie ou son numéro sans avoir lâché la corde et tomber par terre, sans mourir en fait. Ben, cette tension-là, le public le voit, et s'il est touché par cette performance artistique-là, c'est parce que ça le confronte à sa propre mort, où il se dit, mais finalement, cette personne-là se met en danger, et dans l'art vivant, je pense qu'on ne perçoit pas ça encore une fois par un écran, mais quand on voit ça sur scène, on voit ça en vrai, on a une sensation que finalement la mort n'est rien. La mort, des gens jouent avec tous les jours, sur scène, tu vois.
Je vois. Et ça, cette démarche-là, pour moi, elle est essentielle. Est-ce que ça n'a pas justement une influence sur ta vision de la vie et de la mort, justement? Bah, c'est une influence sur ma vision où je me rends compte qu'en fait, le but de la vie, c'est d'accepter la mort, finalement. Si on avait dit, mais si... Et l'art du cirque, pour ça, c'est un processus philosophique génial, parce que il y a des théoriciens de la vie ou de la mort, mais la pratique, quand même, de se mettre en danger, c'est autre chose, quoi. Encore une fois, moi, je vois des gens, ils me font vraiment peur dans leur pratique circassienne, ils se mettent encore plus en danger que moi, et, et on parle jamais d'accident. On dit non, non, on parle pas d'accident, on touche du bois, on se dit ça va aller, etc. Parce qu'on sait qu'on se met en danger, et on veut que ça aille bien, on met tout en place pour que ça aille bien, on répète notre numéro, etc. On veut pas mourir, on ne fait pas ça pour mourir, mais au final, il y a quand même cette espèce de mise en danger, et finalement, ça nous fait énormément évoluer en tant qu'être humain. Parce qu'on se rend compte que, ouais, simplement, que la mort est une réalité un peu plus proche que ça, et que pouvoir la transmettre au public, souvent c'est inconscient, mais c'est quand même présent, et que ça donne un rapport à la vie qui est autre, quoi, et qui est hyper profond. Moi, cette pratique-là me donne du sens ça donne du sens à ma vie. Je le vois bien en pratiquant plus. La vie n'a plus la même saveur, quoi. Clairement, parce que je pratique pas cet art-là, quoi. Qui est une philosophie de vie, vraiment. Mm. Très intéressant. Merci pour ce point de vue. Mm. En parlant de vie, justement, je vais enchaîner sur la question suivante. Du coup, tu te projettes comment alors, dans l'avenir? Euh, Disons que là, je suis en train d'élaborer un peu le scénario du pire, c'est-à-dire que je suis en train de vouloir reprendre des études en ostéopathie, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, la santé, plus voilà, pouvoir comprendre le corps d'une autre façon que simplement dans la pratique, comprendre un peu au niveau des articulations, plus dans les détails comment ça se passe, comment pouvoir soigner, ça c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. Et je vais commencer une école d'ostéopathie à partir de septembre, en tout cas m'inscrire et puis essayer de passer ça. Et dans un même temps, si tout va bien, pouvoir à la fois faire mes études et reprendre les contrats qui devraient reprendre si tout va bien en septembre, mais j'avoue que j'y crois qu'à moitié. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est que si tout se passe mal, dans le sens où on revit une année comme on l'a vécu, euh, ce qui est peut-être probable, hein, au vu de l'avancée des vaccins, des variants, enfin il y a tellement d'inconnus que je me dis que mieux vaut me préparer au pire, mais dans ce cas-là, je pourrais faire une année d'études sans devoir attendre si on va ouvrir dans 3 semaines ou pas, comme c'est le cas depuis un an, quoi, ce qui est complètement invivable. Donc on est le 16 février 2021. Ouais, Hein, c'est ça. Et demain, on est censé avoir une annonce Ouais, demain il y a une importante. annonce du Conseil fédéral, ouais. Exact. D'accord. Mais donc t'as des projets en novembre Ouais, 2021. j'ai des contrats qui commenceraient en septembre, puis des contrats novembre, décembre, début janvier. Ça, c'est les contrats que je devrais faire. Tous les autres ont été annulés, enfin, parce que voilà, je vais pas devoir expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis moi, j'y crois à moitié à cela-là, en fait. Parce que aussi, avant, je me projetais dans l'optimisme, on me disait, ben, on rouvre la culture dans 3 semaines. Je me dis, ah, ils vont rouvrir dans 3 semaines, si tout va bien. Je me dis, bon, allez, prends l'option positive, ça va aller. Puis je me projetais, bah, je devais me projeter dans mon métier en me disant, bon, bah, je vais travailler, je vais faire ce contrat que je devais faire en décembre, je vais faire ce contrat que je devais faire en janvier, je vais faire ce contrat que je devais faire en février. Et puis au fil des mois, ben, non, en fait, ça se passait pas. Et puis c'est là que j'ai sombré dans, ouais, je pense qu'on peut appeler ça une dépression, j'étais vraiment pas bien, parce que je me projetais dans quelque chose qui devait arriver, et en fait ça arrivait jamais. Et début de l'année, je me suis dit, mais change d'optique en fait. Pense le scénario le plus pessimiste possible, et regarde comment toi tu peux te trouver des solutions juste pour ta santé mentale, parce que si je continuais comme ça, là vraiment je tombais en dépression, mais vraiment, j'étais pas bien quoi. Et là, du coup, je me prépare au pire. C'est-à-dire, je me dis, ben, je dois changer de métier, je dois refaire des études, je dois faire quelque chose, mais au moins, je mets ça en place pour pouvoir le faire. Comme ça, c'est parce que je peux pas mentalement revivre cette attente et puis une année comme ça. C'est pas possible, quoi. C'est pas une vie. C'est juste pas une vie, quoi. C'est pas vivre.
Non, c'est pas vivre. Je veux dire, c'est de la survie, ça. C'est pas. Encore une fois, moi, enfin, je préfère vivre de façon. Je préfère vivre pleinement en mettant. J'ai mis quand même en place. J'ai fait des études, j'ai travaillé fort pour exercer ce métier. Je sais qu'il est précaire, je sais il est fragile aussi, je sais qu'il n'est pas dans la durée. Moi, j'ai pas une retraite à 65 ans. J'ai 35 ans déjà. Je sais que mon corps, il s'effrite jour après jour, quoi. Moi, je vis ce métier intensément le temps que je le peux. Mais je finirai ce métier avant de mourir, simplement parce que mon corps ne le permettra pas. Donc j'ai envie de le vivre intensément. Moi, j'ai dédié toute ma vie à ça, quoi. Ma vie autour de ça, c'est ma raison de vivre, quoi. Mais là, on m'empêche de le faire pour des raisons qui sont justifiables ou pas. C'est pas à moi de trancher là-dessus, mais simplement, il faut que je puisse vivre, quoi. Donc si le fait de donner du sens à ma vie via mon art m'est interdit, mais imposé, malgré le droit au travail qui est inscrit dans la Constitution pour un état d'urgence qui dure maintenant depuis 11 mois, c'est plus de l'urgence là, c'est devenu, on appelle ça maintenant la nouvelle normalité. Enfin, bref, moi, je supporte pas ça, c'est pas supportable mentalement, quoi. Donc je suis obligé de me projeter ailleurs, mais ça veut dire de changer de métier, ouais. Ou dans le meilleur des cas, pouvoir exercer mon métier tout en ouvrant un plan à côté. Ce que beaucoup d'autres artistes ont fait et puis qui se fait très bien. Et moi, heureusement, je suis intéressé par l'ostéopathie et puis j'espère que ça va fonctionner. Mais je suis obligé d'ouvrir d'autres portes parce que c'est pire que de fermer. En fait, c'est pire que de dire tu dois arrêter ton métier. C'est de promettre que ça va peut-être arriver sans jamais que ça arrive, en fait. Est-ce qu'on peut pas le prendre comme un nouveau challenge, comme un nouveau but, un tournant, un truc qui rajoute du piment dans... Non, ou peut-être, je sais pas. Ouais, c'est marrant, j'avais vu un Noréel parce que j'avais un bouchon dans l'oreille il y a quelques mois. Puis il a dit, ah, comment ça va dans le secteur? Puis j'ai dit, ah, ça va pas très fort, etc. Puis il m'a dit, mais voyez ça comme un challenge. Et puis ça m'a vraiment choqué qu'il me dise ça. J'étais comme, mais un challenge? Mais, mais on vous empêche de travailler, en fait. Il dit, trouve du challenge dans un travail qu'on t'empêche de faire, déjà. Déjà que le domaine est... Non, mais déjà, le concept de dire, trouve du challenge dans ton travail, c'est comme, mais il n'y a pas de challenge s'il n'y a pas de travail. Enfin, il y a un challenge s'il y a quelque chose qui s'entreprend. Enfin, ça me paraît logique. Tu peux pas foutre quelqu'un en prison, l'emprisonner, et puis dire, ben, trouve du challenge à aller courir, quoi. C'est quoi ce délire, quoi? C'est insultant de dire ça. Puis désolé, non, moi, grimper à 8 mètres du sol, et puis risquer ma vie dans mes numéros, et puis de vivre déjà dans ce monde d'artiste où je me blesse pas tous les jours, mais je me blesse, je mets ma vie en danger, qui est déjà courte, qui est déjà très intense financièrement, socialement, au niveau de l'intimité, au niveau du couple, c'est un métier qui est vraiment difficile. On se sent très déconnecté du reste de la société avec ça. C'est largement suffisant comme challenge sans devoir en plus me priver de mon boulot quand je peux l'exercer, quoi. Non, c'est pas du challenge. Là, c'est de la torture, là, c'est autre chose. C'est pas pareil. Merci pour ce beau témoignage. Dernière question, qu'est-ce que tu peux dire à ton toi du futur, quoi? Qu'est-ce que tu dis à Joe, au Joe de la nouvelle normalité? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Non, je sais pas. Encore une fois, je sais pas, je peux pas me projeter. Non, moi j'ai juste envie de trouver des solutions pour aller bien tous les jours, quoi, tu vois. Comme ce que je viens de citer, essayer de voir que je peux avoir accès à telle et telle étude, et puis trouver du sens dans ma vie autrement. Il n'y a pas que. Moi j'ai mis toute mon énergie dans mon métier tant que je pouvais le vivre, et je pensais pouvoir le vivre encore plus longtemps, mais là, tout ça me tombait un peu dessus. Il y a d'autres façons de trouver du sens là-dessus, donc je me dis, ben, continue à croire dans tes valeurs, quoi. Continue à croire dans tes valeurs, c'est Ouais. ça qui dirait à ton Joe du futur. Ouais, je pense ça, continue à croire dans tes valeurs, et puis c'est ça que je trouve dans l'aspect de la santé, dans l'ostéopathie, c'est qu'il y a un rapport à l'humain, il y a un rapport au corps qui me semble être des notions beaucoup plus de partage, de richesse, d'échange, et surtout pas de rentabilité, qui me semblent bien plus importantes que ce qui est défini aujourd'hui comme essentiel et non essentiel, quoi. Ces valeurs-là c'est tout à mes yeux, quoi. Moi, je m'en fous, tu me dis, moi, tu touches la moitié de ton salaire, le quart de ton salaire, enfin, j'ai pas choisi ce métier pour gagner de la thune, tu vois. J'ai jamais été riche.
Et puis je suis reconnaissant quand j'ai assez d'argent pour manger puis avoir un toit au chaud, c'est tout ce que je veux. Si après je peux exercer ou partager des valeurs qui sont à mes yeux essentielles, je m'en fous de la rentabilité, je m'en fous d'avoir de l'argent sur mon compte ou quoi, c'est pas ça pour moi. L'argent il se bouffe pas, l'argent il se partage pas, sauf si tu veux payer un verre à ton pote, mais il me sert à ça à la limite, tu vois. Si j'ai un peu d'argent de côté, c'est pour faire un cadeau à quelqu'un, enfin, je veux dire. Puis avoir assez juste pour pas stresser, c'est tout. Ça sert à ça d'avoir de l'argent. Alors je dis pas que c'est inutile, mais ça sert à quoi de se faire 15 milliards de bénéfices sur un putain de virus, sur un putain de vaccin que t'as mis c'est quoi l'idée à la base votre plan c'était pas de sauver l'humanité je capte plus. Excuse-moi, je reviens à ça, mais ça me vénère. Non, mais t'as le droit, écoute, moi je te donne la parole. Ouais, mais c'est juste. C'est le moment Je comprends de pas. dire ce que t'as sur le cœur et puis de. Voilà, Je comprends. Ce travail, il est là pour te donner Bien la sûr. parole, donc vas-y, Joe. Je comprends que l'économie est importante et une société. Encore une fois, toute civilisation a eu un système économique, il fallait. Mais là, c'est au dehors de toute proportion, quoi. Encore une fois, quand on peut vendre des produits dérivés d'une œuvre sans pouvoir le regarder parce que c'est jugé essentiel ou non essentiel, là, on est parti dans une dérive, là. On n'est plus dans une ration, on n'est plus rationnel, on est plus pertinent. C'est que c'est de la rentabilité, l'économie a un statut, ça a remplacé la religion aujourd'hui. On n'a plus de repères, quoi. Donc on se base sur ce repère-là et on définit ce qui est utile ou pas utile, ce qui est essentiel ou pas essentiel. C'est votre point de vue. Vous avez le droit d'avoir, chacun a le droit d'avoir son point de vue dans une démocratie. Mais là on me l'impose sans me demander mon avis, sans prise de parole démocratique. Moi, je peux débattre de ce point de vue-là. On peut être d'accord avec moi ou pas. Tout ce que je demande, c'est une valeur que je crois quand même beaucoup, c'est en la démocratie, quoi. Et si vous basez ça comme essentiel ou non essentiel, je vais dire non. J'aimerais bien qu'on en débatte. J'aimerais bien qu'on mette ça peut-être en vote. Qu'on dise que pour peut-être un ensemble de la population, il est plus essentiel de voir une œuvre que d'acheter ses produits dérivés. D'aller au spectacle que d'aller sur les pistes de ski ou d'aller faire un bridge avec des touristes britanniques qui ont le variant, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est juste qu'on puisse en parler, qu'on puisse en débattre sans être taxé de dissident, de complotiste. Est-ce que tu regardes suffisamment les médias d'État, on va dire, ou les médias mainstream, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour avoir ce point de vue-là? Parce que finalement, qu'est-ce que t'en sais qu'on n'en parle pas dans le débat public de ça? C'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en débat pas démocratiquement. Ça veut dire la prise de parole pour les gens de la culture, je sais qu'il y a des syndicats qui se battent, il y a des gens qui se battent, qui interpellent, qui envoient des lettres à Berset, qui doit très certainement lire et il doit y réfléchir à tout ça. Mais moi je constate que depuis des mois, c'est même pas pris en compte, quoi. Aujourd'hui on sait qu'on va d'abord ouvrir les commerces non essentiels, tout avant les théâtres, avant la culture, alors que, encore une fois, je ne l'ai pas dit avant, mais il y a eu quand même une bonne période pendant l'automne où les cas augmentaient, et puis il n'y a pas eu de cluster dans les théâtres, quoi. Est-ce que tu te considères comme sacrifié du coup? Je sais pas, le mot sacrifié, c'est un peu, encore une fois, ça relève un peu de la croyance, de la religion, je suis pas... C'est pas trop ma came, ça. Mais non, il n'y a pas de sacrifié, je crois pas qu'on... Ouais... Sacrifier, peut-être, mais j'aime pas ce mot-là, mais... Ouais, je pense simplement oublier, quoi. Ou mis de côté, ça me paraît plus juste, tu vois. Ou non essentiel. Tout simplement. Tout simplement, mis non essentiel, mais ça fait quand même quelque chose de se dire que tu es non essentiel. C'est-à-dire que ton existence même n'a pas de valeur. Ta profession n'a pas de valeur. Tu n'as aucune valeur à ce système-là, en fait. Mais... Pour revenir à la question de... Si je regarde certains médias, moi j'essaie de trouver mon information de façon la plus vaste possible. Donc je vais regarder la RTS, je vais regarder le Arte, je vais regarder le matin, le dimanche, le 24 heures, je vais aller
des sites indépendants comme Le Média, RT France. J'essaie d'être très large parce que pour avoir quelque chose de plus objectif possible. Et c'est aussi un problème que j'ai, c'est que je me considère ni comme adhérent à dire que tout va bien et qu'on prend les bonnes décisions aujourd'hui, ni comme complotiste, ni comme anti-vaccin, comme je le disais avant. Enfin, on a quand même bien compris que je ne suis pas anti-vaccin. C'est pour ça que ta position est assez intéressante pardon, parce Donc qu'elle est voilà, un peu plus nuancée. Tu vois. j'ai pas une position qu'on décrit comme c'est la bonne solution, ou vous êtes complotiste, ou vous êtes anti-vax. Mais aujourd'hui, quel que soit le média que je regarde ou type ou pas, il y a quand même ce vocabulaire qui est utilisé. Puis moi j'ai l'habitude dans mon métier d'être toujours un peu marginalisé ou à part de ça. Moi j'ai jamais demandé d'être en dehors de la société, mais cette société visiblement ne respecte pas ma profession et mon art à sa juste valeur. Sinon aujourd'hui on ne traiterait pas notre domaine de non essentiel, c'est quand même une preuve quoi. Et ça c'est un aspect positif de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que justement, ma prochaine question, c'est quels sont les aspects positifs selon toi de la situation? Parce qu'il y en a aussi. Ouais. Faut pas non plus... moi, l'aspect positif de ces situations, c'est que tout ce que je reprochais aux valeurs d'idéologie, justement, de rendement, ou quelles sont les valeurs que partage cette société-là, j'ai jamais adhéré à ça, pour les raisons que j'évoquais avant. Et en fait, ces crises me confirment ça, en fait. D'accord. Donc c'est un triste constat. C'est un triste constat, mais je me suis dit, tiens, ça confirme en fait que ces gens-là, c'est pas qu'ils en ont rien à faire de la culture, c'est que ça va arriver au deuxième plan. Parce que, je sais que voilà, Alain Berset ou d'autres politiques, ils n'en ont pas rien à faire de la culture, ils n'en ont pas rien à faire du théâtre, mais ils disent que voilà, c'est peut-être un lieu dangereux, puis tant qu'à faire, on va d'abord mettre en avant ce qui va soutenir l'économie avant tout, et puis le reste viendra après, quoi. Puis pour moi, ça c'est dramatique, quoi. C'est vraiment dramatique de faire ça. Il y a certaines sociétés, les premières sociétés démocratiques en Grèce, les citoyens étaient obligés d'aller au théâtre. C'était un acte citoyen d'aller au théâtre, en fait. Parce que la politique, c'est être corps, être ensemble. Et le théâtre cristallisait cet espace-là. D'être social, d'être des citoyens ensemble qui regardons une œuvre. C'est vraiment ça. C'est un des principes même de la cohésion sociale, de la démocratie, de la politique. C'était le théâtre, en fait. Et aujourd'hui, dire que le théâtre est non essentiel, c'est cracher sur le concept même de démocratie et de politique, en fait. Donc c'est gravissime, c'est très gravissime. Mais voilà, le point positif, c'est que ça me confirme qu'effectivement, ça a été la démarche entreprise depuis des années maintenant, de considérer la culture, l'art comme vraiment au second, troisième, même quatrième plan, et qu'aujourd'hui, ils mettent même des définitions pour le confirmer, quoi. Donc j'avais pas tout faux, quoi. Est-ce que tu penses pas que cette crise apportera quelque chose de positif par rapport à une sorte de prise de conscience, quelque chose qui, je sais pas, qui pourrait modifier nos modes de consommation, peut-être, ou tu penses pas qu'il y a quand même quelque chose de un renouveau Non. Toi Non, j'y ai jamais cru. J'en parlais du monde d'après, au mois d'avril, quoi. Mais j'y ai jamais cru. La preuve, c'est que la première chose qu'on a faite, c'est de réouvrir les longs courriers. Carte pleine. Ah ouais. Pas grave, continue, c'est pas grave, on va finir cette interview sans la vidéo, ça ira très bien. Ouais. Donc tu disais... la prof, on parle de climat, de changement, enfin de points positifs par rapport à notre consommation, et puis le premier truc qu'on a mis en place, c'est de rouvrir les aéroports pour que les longs courriers, et puis que tout le monde puisse prendre l'avion à Pétaouchnok, quoi. Donc, je sais pas, je peux citer d'autres choses, mais pour moi c'est la preuve que cette idéologie-là va pas changer. Ce qui est quand même drôle, parce que c'est quand même le fait que les gens puissent voyager autant, consommer autant, prendre des avions, etc., qui aussi transmet la maladie de façon ultra rapide. Enfin, faut
faut pas avoir fait des études bac plus 5 pour comprendre ça. Et que c'est une des premières choses qu'on remet en circulation, c'est ça, quoi. Alors qu'on sait que climatiquement c'est terrible et que la crise climatique sera bien pire que la crise du Covid, quoi. C'est pipi de chat à côté. Et qu'en plus, en termes de propagation, c'est terrible aussi. C'est sûr que voilà, quand on voit des gens s'entasser dans un avion qui partent dans des pays un peu partout avec potentiellement un test PCR négatif mais qui peut s'avérer positif après parce qu'ils n'étaient pas encore des slabs, etc., puis qui vont partout, qui sont entassés encore plus serrés que n'importe quel théâtre de Suisse dans lequel on peut naître, puis on permet ça pour aller faire tes vacances à Cancun. Ça rajoute un petit degré d'incompréhension et puis de frustration quand tu pratiques cet art-là, quoi, évidemment. Hashtag solidarité, non, je le ressens pas trop là. Donc non, j'ai aucun espoir par rapport à que cette crise-là puisse révéler une quelconque repensée, ça non. Parce que de toute façon la problématique climatique, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Enfin, et puis tant que de toute façon l'idéologie du rendement et de l'économie primera avant le climat, il ne se passera rien. Et puis aujourd'hui, ça a confirmé, voire empiré cette idéologie-là. Donc non, j'ai aucun espoir par rapport à ça. En tout cas, cette crise-là révèle ça, ou face à un changement dans les prises politiques, dans les pensées politiques, je ne vois pas aucun gouvernement qui s'est remis en question par rapport à ça. Ou alors, il faut m'en citer, mais j'en vois pas, non. Magnifique. Bah écoute, je crois qu'on va finir sur cette touche positive. Ouais, merci. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, pour moi c'est bon. Tu penses que tu as fait le tour de ce que tu avais à nous dire? En gros, ouais, je pense que... Ouais. Bah écoute, Joachim, je te remercie pour ton honnêteté, je te remercie pour ta contribution. Merci à toi. D'être humain à être humain. Je t'aime et je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Joachim. Ciao. Ciao.